Donc, merci à tous d'être là, d'assister à cette journée. Et merci à nos intervenants d'aujourd'hui d'avoir pris ce temps et de partager leurs connaissances, leurs expériences concernant l'activité physique adaptée et le rétablissement. Je vais Je présente rapidement donc Lucie Venet, qui est doctorante à Montréal, à l'Université de Montréal, qui se présentera d'elle-même et qui va nous parler de ce thème qui nous tient à cœur, qui est l'activité physique adaptée et le rétablissement. Et puis ensuite, nous entendrons Sébastien Pacou, qui est infirmier et case manager à Dijon, dans un centre d'intervention précoce et de réhabilitation psychosociale, qui nous parlera de son programme, du programme qu'il a monté, qui s'appelle Reability Run. Et il en parlera plus en détail. Et puis, une Marilyn Mazelin, qui est psychologue au CH de Fourmi, le Fourmilien, le centre de réhabilitation psychosociale du Fourmilien, qui nous parlera ensuite de leur expérience, de cette expérimentation du programme Reability Run. Voilà, chacun se présentera à son tour. Et dans un premier temps, je vais donner la parole à Julien Jupy, qui est sociologue de notre équipe au CREPSI et au CREAPS des Pays de la Loire, et qui va nous partager quelques réflexions sur ces questions d'activité physique et de rétablissement au sens large. Je te laisse te présenter. Merci Marion. Merci. Donc Julien, sociologue au CREPSI, Pays de la Loire et au CREAPS. Je suis loin d'être un spécialiste de l'activité physique pour les personnes concernées. Je me suis plongé très rapidement dans la littérature et je voulais, voilà, comme disait Marion, partager quelques constats et pistes, questions voilà, quelques questions. Donc, il n'est plus besoin de démontrer l'existence d'une disparité flagrante entre la santé physique des personnes atteintes de troubles psychiques et celle de la population générale. On observe chez les personnes concernées des taux de morbidité plus élevés et une espérance de vie plus faible. Au cours de la dernière décennie, on a assisté à l'émergence d'une littérature sur les effets de l'activité physique et des interventions en faveur des interventions en faveur d'un mode de vie sain chez les personnes vivant avec des troubles psychiques. Et il apparaît de plus en plus clairement qu'une activité physique accrue est bénéfique pour leur bien-être mental et physique. Aujourd'hui, les bénéfices de l'activité physique sur le rétablissement clinique commencent à être bien documentés. On sait qu'une plus grande participation à des activités physiques est associée à une moindre utilisation des services de santé mentale en milieu hospitalier. On sait aussi que chez les personnes vivant avec des troubles schizophréniques, environ 90 minutes d'exercice modéré à intense par semaine améliorent non seulement certaines dimensions métaboliques, système cardio-respiratoire, mais aussi la symptomatologie psychiatrique, le fonctionnement général, les comorbidités et le fonctionnement neurocognitif. Dans ce type de troubles, l'activité physique est également associée à une réduction de l'incidence des admissions aiguës dans les services de santé mentale. Alors, à côté de cette série de bénéfices cliniques, qu'en est-il des effets de l'activité physique sur le rétablissement personnel? Malgré ces données scientifiques, d'autres recherches ont montré que les personnes concernées faisaient l'expérience d'un certain nombre de barrières dans l'accès à l'activité physique, parmi lesquelles les effets des médicaments psychotropes, les symptômes négatifs et positifs, l'influence des équipes soignantes, mais aussi la stigmatisation, l'auto-stigmatisation, et puis des questions pratiques d'accès, comme le transport. Il existe donc des barrières individuelles à l'activité physique. Comment les lever, ces barrières? Au-delà, la mise en œuvre de programmes d'activité physique reste du ressort de décisions humaines et de dimensions politiques, financières, organisationnelles, qui peuvent en freiner ou faciliter l'accès. Il existe donc aussi des barrières systémiques. Là aussi, comment les lever? Faut-il par exemple mieux faire connaître les bénéfices de l'activité physique aux décideurs? Voilà quelques questions que je souhaite poser à nos intervenants qui vont maintenant prendre soin de se présenter. Je vous remercie. Lucie? Bonjour à tous, je vous remercie pour l'invitation. Je vais partager mon écran.
Merci pour la courte présentation. Donc, je suis Lucie Venet-Kelma, je suis doctorante en sciences de l'activité physique à l'Université de Montréal et je vais vous présenter quelques données théoriques et pratiques concernant l'activité physique et le rétablissement en contexte de santé mentale. Donc, je vais prendre un tout petit moment pour présenter mon parcours très rapidement et ensuite je vais dérouler ça en deux parties. Donc, première partie, je vais vraiment parler de l'activité physique et du rétablissement, donc l'activité physique en tant que telle ainsi en contexte de santé mentale. Et dans une seconde partie, je vais présenter un programme d'activité physique ludique qui a été mis en place en France et qui va être mis en place au Québec dans les très très prochainement. Donc pour commencer, j'ai effectué la première partie de mes études en licence et en master à l'Université de Paris-Nanterre en STAPS, donc au sujet des effets d'une activité physique ludique sur la symptomatologie en schizophrénie, supervisée par Laurence Kern. Pendant ces années de master 2018-2021, j'ai travaillé comme assistante de recherche clinique à l'hôpital Sainte-Anne au GHU de Paris. Donc, j'ai travaillé sur deux projets de recherche. Le premier qui était relatif à l'activité physique en schizophrénie et le second en planification en réalité virtuelle, toujours en schizophrénie, aux côtés de Laurence Kern, Isabelle Amado et leurs équipes. Et ensuite, j'ai refait une maîtrise et un doctorat à l'Université de Montréal. Donc, j'ai fini une maîtrise en 2023 qui était au sujet des effets de l'activité physique à long terme auprès de personnes qui vivaient avec des troubles psychotiques. Et j'ai commencé mon doctorat, j'entame ma deuxième année présentement, au sujet des effets d'une activité physique collective sur le fonctionnement social auprès de personnes qui vivent avec une schizophrénie, donc supervisée par Ahmed Jérôme Romain de l'Université de Montréal et Laurence Kern, rattachée à l'Université de Paris-Nanterre. Donc pour la première partie, l'activité physique et le rétablissement. Pour commencer, il me semblait important de rappeler la définition de l'activité physique. Donc, il s'agit de tout mouvement et ou contraction volontaire qui sont produits par les muscles squelettiques et responsables d'une augmentation de la dépense énergétique. Donc, issus d'un mouvement qui est conscient et qui sont principalement sollicités lors d'un effort physique. Donc, dans le fond, c'est la quantité d'énergie que notre corps utilise pour pouvoir fonctionner et bouger. Et en fait, il faut vraiment voir l'activité physique comme un sac dans lequel se trouvent différentes composantes. Donc, par exemple, les activités physiques qui sont reliées aux activités physiques du travail. Donc là, on a une image de personnes en construction, par exemple, qui font l'activité physique durant leur emploi. On a les activités physiques de loisirs, donc aller au parc avec les enfants, aller promener son chien, par exemple. On a les exercices physiques, donc tout ce qui concerne le renforcement musculaire, par exemple, si on veut reconditionner en autonomie, ou alors les activités physiques quotidiennes, faire le ménage, c'est un très très bon exemple, aller faire ses courses à pied, par exemple, porter les sacs au retour, etc. Les activités de déplacement, si on va au travail en vélo, à pied, en roller, en skateboard, peu importe, tout déplacement sont une activité physique et finalement le sport qui est l'activité la plus répandue, connue en tout cas, pas répandue surtout la plus connue comme activité physique. Donc c'est toute activité physique réglementée, institutionnalisée, fédérée et qui sont régies par des règles. Je voudrais m'attarder un tout petit peu sur le sport pour vraiment essayer de déconstruire le fait que beaucoup de personnes pensent que faire du sport, c'est faire l'activité physique, mais toutes les autres petites capsules qui sont présentées ne sont pas de l'activité physique. Donc, l'activité physique, c'est pas uniquement faire du sport, mais c'est toutes ces choses-là du quotidien qui consistent à faire de l'activité physique et qui sont tout aussi importantes que le sport. Le sport concerne pas du tout la majorité des personnes qui bougent. Donc, c'est vraiment important de déconstruire un petit peu cette idée-là. L'activité physique n'est pas juste du sport. Les précautions à avoir pour pratiquer une activité physique. Alors, premièrement, dans certains contextes, notamment dans les structures médicales, avoir l'accord du médecin, donc vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication à la pratique d'activité physique, que ce soit au niveau musculaire, physiologique ou métabolique.
pour éviter les blessures. Ensuite, on parle de connaissances pour pratiquer, donc avoir des connaissances minimales requises pour pouvoir se lancer dans une activité physique, s'informer auprès des professionnels de l'activité physique ou pratiquer avec un ami, un collègue qui s'y connaît un petit peu. Ensuite, on parle du choix du matériel dans le sens où c'est important d'utiliser un matériel qui est sécuritaire, de bonne qualité, pour éviter encore une fois le risque de blessure. Ensuite, quand on parle des conditions climatiques ou de la pollution, c'est d'être alerte par rapport aux conditions climatiques. Par exemple, lors de grandes chaleurs, faire attention à ne pas pratiquer dans les pics de chaleur ou quand il y a du verglas ou ces choses-là. Pour la pollution, faire attention aussi aux pics de pollution et éviter de pratiquer en extérieur quand les pics sont vraiment hauts, chose qui va nous concerner de plus en plus dans les années à venir. Faire attention au temps, à planifier le temps de pratique pour pouvoir instaurer une régularité et intégrer la pratique dans notre quotidien. Et finalement, l'échauffement, on planifie un échauffement, donc une activité un tout petit peu moins intense que l'activité physique qui est prévue avant la pratique, que ce soit au niveau articulaire ou musculaire pour préparer son corps, encore une fois, à éviter les blessures. Et la récupération, donc penser vraiment à prendre le temps de récupérer à l'issue de l'activité, après avoir pratiqué, donc bien s'hydrater, se reposer, dormir, etc. Maintenant, j'aborde la différence entre l'inactivité physique et la sédentarité. Donc, l'inactivité physique, c'est vraiment ne pas ne pas réaliser assez d'activité physique relativement aux recommandations officielles que je vais présenter par la suite. Tandis que la sédentarité, c'est tout mouvement euh, dans la journée caractérisé par une faible dépense énergétique. Donc, c'est tous les moments en position assise ou allongée dans la journée, excepté le temps passé à dormir. Donc, on a vraiment deux. Être sédentaire, ça ne veut pas forcément dire être inactif, et l'inverse vaut aussi. Alors là, on a les définitions de l'inactivité physique à l'activité physique de l'ONAPS, donc qui est l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, dont la mission c'est de rassembler et d'améliorer les connaissances sur les niveaux d'activité physique et de sédentarité la population française et les différents facteurs qui les déterminent. Donc les actions qui sont mises en œuvre pour pouvoir promouvoir un mode de vie qui est actif et favorable à la santé. Donc, comme on le voit en rouge, l'activité physique insuffisante, c'est une des premières causes de mortalité qui est évitable. En effet, l'inactivité physique et la sédentarité augmentent le risque de développer des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Et l'activité physique a donc des bénéfices sur la santé, que ce soit au niveau physique, mental et social. Pour les enfants, les adolescents, on parle d'1 heure par jour d'activité physique, intensité modérée à soutenue. Et pour les adultes, on est à 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, qui sont les recommandations officielles de l'Organisation mondiale de la santé d'activité physique intense, enfin d'intensité modérée, ou alors un petit peu moins, 25 à 30 minutes, 3 jours par semaine, si c'est une activité à intensité soutenue. Donc l'inactivité physique, c'est ne pas rejoindre ces quantités-là d'activité physique par jour, par semaine. Donc le plus important, c'est surtout d'instaurer une régularité. C'est bien plus important qu'instaurer l'intensité, puis c'est surtout aussi dépendamment du niveau de la personne, de la condition physique de la personne. Donc le plus important ici à retenir, c'est vraiment la régularité de la pratique. Maintenant, la même chose concernant la sédentarité. Donc, comme vous le voyez, on a des impacts négatifs sur la santé en étant sédentaire, même en étant physiquement actif. Donc, les comportements sédentaires, ils peuvent se retrouver dans différents contextes du quotidien. Être assis au travail, quand on prend les transports, que ce soit en voiture ou en transport en commun, on est assis aussi. Quand on rentre à la maison, on regarde la télé, ou on lit, peu importe, c'est les positions assises, ou même dans les loisirs. Il y a plusieurs niveaux de sédentarité. Donc, comme vous le voyez, on a des niveaux faibles, modérés et élevés, et des recommandations différentes selon les tranches d'âge.
Le plus important, c'est de se lever et de bouger toutes les 2 heures de position passée assise ou allongée et de faire ce qu'on appelle des petites pauses actives, ne serait-ce que se lever, aller marcher, aller faire un tour, faire des mouvements dynamiques pendant 3-4 minutes, même jusqu'à 10 minutes. C'est de briser en fait ces comportements sédentaires-là pour essayer mais, de favoriser, d'optimiser la santé globale. Donc maintenant, je vais passer à l'activité physique en contexte de santé mentale. Donc je vais lister à peu près ce qui est connu de la littérature selon différents troubles de santé mentale euh, répandus dans la population générale. Donc, premièrement, quand on parle de dépression, la dépression, c'est une des pathologies pour laquelle l'activité physique a été ciblée et identifiée comme un traitement de première ligne dans les processus de soins. Notamment quand on rencontre des résistances au traitement, par exemple, à la médication, l'activité physique vient essayer d'améliorer les traitements et à montrer des bénéfices. Donc on parle d'une activité physique qui est régulière, mais même de faible intensité, ça suffit. Et ça a un impact bénéfique sur l'humeur, la qualité du sommeil, le stress, le fonctionnement social, par exemple. Et les activités physiques qui sont les plus rencontrées dans la littérature pour nous donner toutes ces données-là, c'est des activités physiques aérobies, donc d'endurance, des activités physiques de longue durée, moyenne à longue durée, du renforcement musculaire, de la marche et aussi du yoga. Ensuite, au niveau de l'anxiété, on retrouve des bénéfices sur les symptômes anxieux à partir de 30 minutes de pratique d'activité physique modérée à intense, donc qui doit se faire de manière régulière, mais aussi à des moments un peu plus difficiles pour une personne. Aller pratiquer de l'activité physique permet de réduire l'intensité des symptômes. Et de la même manière que la dépression, on a les activités physiques qui se retrouvent au niveau de l'endurance et du renforcement musculaire. Ensuite, concernant les troubles de l'usage de substances, il y a peu d'études qui ont été menées à ce sujet-là. Et on a une récente étude qui est sortie il y a un an en contexte de traitement en dépendance. Donc, c'est une revue systématique qui a évalué les bénéfices auprès de personnes, de l'activité physique, pardon, auprès de personnes qui étaient en traitement pour la dépendance et ont démontré qu'il y avait une réduction du désir intense de consommer, donc le craving, et des symptômes, une réduction aussi des symptômes dépressifs et anxieux, accompagnés d'une amélioration de la qualité de vie. Donc, bien sûr, il faut davantage d'études pour pouvoir explorer un peu plus les effets de l'activité physique en troubles de l'usage de substances. Ensuite, au niveau des troubles psychotiques et schizophrénie, les bénéfices ont été observés au niveau des symptômes positifs, des symptômes négatifs et généraux, du fonctionnement global et social, des fonctions cognitives et de la qualité de vie. La question du maintien des bénéfices à long terme, elle se pose de plus en plus. Il y a très peu d'études qui ont été menées à ce sujet-là. Et les résultats préliminaires qu'on retrouve dans la littérature montrent qu'après un arrêt de supervision d'une intervention d'activité physique, seulement les symptômes négatifs et généraux, les bénéfices en tout cas, sont maintenus à ce sujet. Et les activités qu'on retrouve concernent les activités d'endurance, de renforcement musculaire, de marche et de yoga, comme on en a parlé précédemment en contexte de dépression. Mais on retrouve quelques activités physiques collectives également. Et pour finir, concernant les troubles des conduites alimentaires, donc au niveau de la boulimie, on retrouve que l'activité physique permet une réduction des épisodes de frénésie alimentaire et d'usage de comportements compensatoires, mais aussi du sentiment de recherche permanent de minceur. Au niveau de l'anorexie, on a des effets qui sont plus orientés sur la perception corporelle, sur l'humeur et la qualité de vie, mais elle permet également de réduire les émotions négatives. Les activités physiques qui sont retrouvées dans la littérature au sujet des troubles des conduites alimentaires regroupent l'endurance, le renforcement musculaire à nouveau, mais aussi une prise de conscience de soi et un des conseils qui est retrouvé très fréquemment, c'est d'éviter les activités physiques à fort impact.
Donc là, j'ai donné à titre d'exemple plusieurs troubles de santé mentale et les bénéfices de l'activité physique. Ça ne veut pas dire que c'est seulement sur ces troubles de santé mentale que l'activité physique a des bénéfices. Là, c'est simplement ce qui a été recensé par la littérature et ce qu'on retrouve dans les études scientifiques. Maintenant, je vais aborder le contexte de motivation à la pratique d'activité physique, parce que la motivation, c'est un enjeu qui est vraiment très, très important pour la pratique, tout simplement, et qui est un enjeu aussi rencontré en troubles de santé mentale très, très fréquemment. Donc, on a relevé différents facilitateurs, donc tous les facteurs qui favorise la pratique d'activité physique, qui l'engage, qui la motive. Donc, premièrement, c'est avoir de l'expérience en activité physique, quelle qu'elle soit, ça facilite l'engagement dans la pratique. La stabilisation des symptômes, donc moins les symptômes sont élevés, plus la pratique d'activité physique est engagée. De même pour la connaissance des bénéfices et la reconnaissance des bénéfices au niveau psychosocial et physique perçus. Donc plus on va percevoir que l'activité physique nous fait du bien, nous permet d'aller mieux, mais plus on a envie d'en pratiquer. Et finalement, un peu de même registre, la sensation de progrès et d'estime de soi. Donc si ça nous fait du bien, on a de plus en plus envie d'en pratiquer. On a également des facilitateurs qui concernent les modalités d'activité physique, c'est-à-dire que quand les activités sont supervisées, on retrouve un taux d'engagement qui est plus élevé que les activités physiques qui sont pratiquées de manière autonome. Et ensuite, si on passe aux barrières, donc tout ce qui vient empêcher, freiner la pratique d'activité physique, donc on retrouve l'expression des symptômes ainsi que l'effet des traitements qui vient limiter tout simplement déjà la plupart d'autres activités, mais de plus les activités physiques, surtout que les traitements ou les symptômes entraînent une fatigue intense. La faible condition physique et la fatigue perçue, comme je viens d'en parler, le manque d'information de la part des professionnels de la santé et le manque de connaissances sur la pratique en tant que telle, mais aussi les bénéfices qu'elle peut apporter. La peur du regard des autres, la stigmatisation, mais aussi le retrait social qui freine l'activité physique. Donc, on a moins envie de sortir tout simplement, donc on a moins envie de pratiquer. Et à double tranchant, donc avoir de l'expérience, c'était un facilitateur, mais le vécu dans l'activité physique, s'il a été négatif, peut également constituer une barrière. Donc ça fait partie aussi des facteurs qui vont freiner la pratique d'activité physique. Donc maintenant, je vais passer à la seconde partie de la présentation. Je vais présenter le programme d'activité physique ludique qui a été mis en place à Sainte-Anne en 2018. Je le nomme Papa, c'est son nom, donc programme d'activité physique adapté pour personnes ayant une schizophrénie. C'est un programme qui a été élaboré pour des personnes qui vivaient avec une schizophrénie, mais on verra que c'est un programme qui peut être réadapté en différents contextes. Donc, pour présenter un petit peu le programme et ses modalités, il a été élaboré par Laurence Kern, par Isabelle Amado et par moi-même. C'est un programme qui a été élaboré sur la base de travaux de remédiation cognitive, c'est-à-dire que tous les travaux, les exercices de remédiation cognitive qui sont faits habituellement, ça a été comme traduit en activité physique. Donc, c'est un programme qui mobilise des ressources donc, sociales, cognitives et physiques. Et celui-ci avait lieu 2 fois 2 heures par semaine sur 6 semaines, donc 12 séances au total. Ça, c'est la structure du programme. Donc, on a une prise en main qui correspond à l'accueil. Je vais détailler chaque partie dans le fond. Une mise en train, un corps de séances composé d'exercices physiques et de jeux collectifs, un retour au calme et un bilan avant la fin de la séance. Donc, concernant la prise en main, on prenait le temps d'accueillir les personnes, demander comment ça va, etc. Donc, faire vraiment un petit accueil en collectif. Puis on recueillait les émotions. Je vous ai mis la petite fiche là pour vous lister les émotions qui étaient recueillies. Et vous verrez, on le recueille aussi à la fin de la séance pour voir au fur et à mesure des séances si on avait des évolutions en termes, au niveau émotionnel.
Ensuite, la mise en train, ça consiste en l'échauffement. Donc, on a un échauffement articulaire qui est assez basique et musculaire. Donc, ça pouvait être des exercices qui se faisaient en individuel ou en binôme. Et aussi un jeu d'échauffement. Donc, je vous donne à chaque fois des petits exemples. Par exemple, le ballon prénom, c'est un jeu où chaque personne doit se faire des passes avec un ballon. Puis avant de faire la passe à son coéquipier, il faut donner son prénom avant de pouvoir faire la passe. Donc ça nous permet, leur permet d'apprendre à se connaître. Et la deuxième modalité, c'est au lieu de donner le prénom de la personne à qui on veut faire la passe, on lui fait un clin d'œil. Une fois que la personne nous a répondu en clin d'œil, on peut lui envoyer le ballon. Donc ça, au-delà du fait d'apprendre à connaître les personnes, ça brise un peu la glace entre chaque participant. Ça favorise la proximité. Enfin, le clin d'œil, c'est quelque chose qui peut être connoté comme intime. Donc on essaye de briser un petit peu ça pour resserrer des liens et aussi pallier un peu au regard, à la peur du regard de l'autre sur soi. Donc ça pour le premier exemple. Le deuxième exemple, bon, j'imagine que vous connaissez le jeu du 1, 2, 3 soleil qui se retrouve beaucoup dans les cours de récréation. Euh, donc c'est un 2, 3 soleil assez standard où on met des modalités. Par exemple, une fois que chaque personne doit s'immobiliser, on instaure des thèmes. Par exemple, le thème du sport, une activité physique sportive, une activité sportive, ou alors on doit s'immobiliser en faisant une statue représentant une émotion, etc. Donc on instaure des petites modalités en plus. Tout ça pour vous dire que c'est des jeux qui sont de base très simples euh, et qui ont été revisités dans le but du programme et de ses objectifs. Ensuite, on a du renforcement musculaire sous forme de circuits. Donc c'est des exercices assez simples avec du matériel qui se retrouvent aussi assez simplement. Puis c'est des exercices qui viennent mobiliser différents groupes musculaires et au fur et à mesure du programme, on ajoute des groupes musculaires. Le but, c'est d'augmenter, bien sûr, enfin, d'améliorer la condition physique des participants, mais aussi d'apprendre à connaître son corps, à savoir situer où se trouvent les muscles et à pouvoir les ressentir également. Ensuite, on avait des tâches aérobies, donc ça, c'est du travail en endurance. Donc, je vous ai cité trois exemples. La marche, par exemple, monter, descendre des escaliers. Et c'est des activités physiques auxquelles on instaure une double tâche. Par exemple, monter et descendre les escaliers en chantant tous ensemble, ou alors marcher tous ensemble pendant environ entre 6 à 12 minutes. Et poser des questions aux participants, que ce soit au niveau faire demander combien ça fait 4 plus 6, ou alors demander enfin, quel est le repas préféré, ou est-ce qu'ils veulent partir en vacances, peu importe. Le but, c'est d'instaurer une réflexion en même temps que le mouvement. Et ensuite, oui, ensuite on a les jeux collectifs. Donc les jeux sont basés sur ces ressources qui sont émotionnelles, attentionnelles, organisationnelles, relationnelles, les habiletés motrices et tout ce qui concerne la mémoire. On a plusieurs jeux qui ont été créés par Laurence Kern et Eric Marchetti et qui sont répertoriés dans ce livre-là dont je vous mets le lien que vous pourrez bien sûr récupérer. Euh, Puis c'est des jeux qui sont décrits de cette manière-là. Donc je vais vous donner encore un exemple avec le premier jeu euh, qui s'appelle Range le souk. Donc on a une carte d'identité du jeu qui nous montre quelles sont les ressources qui sont sollicitées par ce jeu-là. On a un déroulement du jeu qui est décrit, l'organisation au niveau matériel et humaine. Ensuite, on a un petit schéma du jeu qui nous permet de mieux visualiser comment le mettre en place. Donc là, par exemple, ce jeu-là, le but, c'est d'éparpiller plein d'objets différents, de différentes tailles, différentes couleurs, différentes formes dans la salle, de placer des catégories pour pouvoir ranger les objets selon ces catégories. Donc si on choisit par exemple la catégorie de la couleur, les participants vont devoir ranger les objets selon les couleurs le plus rapidement possible. Donc à chacun de déterminer une stratégie, que ce soit en termes de chaque personne prend chaque couleur ou alors chaque personne couvre telle ou telle zone de la salle. Peu importe, on leur laisse la liberté de choisir leur stratégie, mais le but, c'est d'aller le plus rapidement possible. Donc, on a le but du jeu, ramasser les objets éparpillés au sol et les ranger dans les bonnes caisses, les bonnes catégories. Donc, les contraintes du jeu, tout ce qui est interdit de faire.
Convention, là, c'est vraiment la structure du jeu. Pour réussir tous les critères de réussite, les capacités qui doivent être mises en place par les participants pour pouvoir réussir. Et ensuite, on a aussi des variables qui sont, euh, qui sont proposées. On a une catégorie de gestion du temps et de différentes stratégies pour pouvoir étayer un petit peu l'organisation du jeu, des simplifications, complexifications du jeu pour le faire évoluer et différents exemples de stratégies pour pouvoir aider un petit peu les participants s'ils en ont besoin. Voici deux autres exemples de jeux qui ont été créés qui ne se trouvent pas dans le livre. Par exemple, le jeu de la Marelle Mastermind, comme vous pouvez le voir, c'est deux jeux qui sont connus, qui ont été associés. On a le jeu de société où le but c'est de trouver la bonne combinaison de couleurs en faisant des essais auxquels on a ajouté une tâche physique. Motrice, donc le faire passer sur un parcours de marelle en équipe. Donc le but c'est de passer la marelle en équipe, d'arriver devant la combinaison, de faire un essai et de retourner dans son équipe, etc. Au format du relais pour pouvoir trouver en équipe la bonne combinaison de couleurs. Donc ça nécessite des tâches motrices, donc notamment de l'équilibre, de la précision, une tâche de réflexion pour trouver la combinaison de couleurs. Donc anticiper, planifier, donc beaucoup au niveau cognitif, mais aussi relationnel parce que les participants qui se trouvent derrière la marelle doivent écouter ce que fait le participant qui est en jeu pour pouvoir adapter leur stratégie quand vient leur tour. Ensuite, on a un jeu qui s'appelle le jeu du relais rivière. Ce jeu-là, le but, c'est de créer un totem stable avant l'équipe adverse. Donc pour ça, on a deux équipes qui se situent de part et d'autre d'une zone appelée la rivière contenant des objets qui sont dispersés. Comment créer un totem? Tout simplement prendre un objet qui se trouve dans la zone objet à gauche de la rivière et le participant A doit emmener l'objet au participant B sans toucher les objets qui se trouvent au sol et sans rentrer dans les copains qui sont dans l'autre équipe. Il donne son objet au participant B, il prend sa place et le participant B va donner l'objet au participant C, il prend sa place, etc., etc., au dernier participant qui va placer l'objet pour monter le totem. En fait, les participants de l'équipe vont avancer progressivement. Donc, chacun son tour vont pouvoir placer l'objet sur le totem. Et plus ils sont rapides, ben, plus ils ont de chances de finaliser le totem avant l'équipe adverse. Donc là, c'est pareil, on retrouve des ressources motrices pour traverser la rivière. On retrouve aussi beaucoup de cognitifs parce qu'il faut prendre de l'information. Il y a beaucoup d'informations entre les objets qui sont au sol, savoir à quel endroit il faut se diriger, ne pas rentrer dans les participants de l'autre équipe et des ressources relationnelles et sociales parce que c'est un travail d'équipe et qu'il faut fonctionner ensemble. Donc voilà pour des exemples de jeux et aussi pour vous dire que ça peut être des jeux qui sont créés de toutes pièces ou assemblés, revisités de jeux de société que vous connaissez ou de jeux que vous avez eu l'habitude de pratiquer en cours de récréation. Le plus important, je pense que c'est de solliciter le plaisir, et, ce qui va permettre aussi l'engagement, puis la motivation, tout simplement. En fin de séance, on retrouve un moment mais d'étirement et de relaxation. Donc ça, c'est vraiment le retour au calme. Ça permet d'aller encore une fois cibler les muscles qui ont été travaillés pendant la séance, mais aussi de travailler en termes de détente, de respiration et de créer comme un petit sas avant de retourner aux activités de la vie quotidienne. Euh, Faire attention au travail de relaxation, respiration. Ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait de la musique sans parole de type piano ou spa ou peu importe. Puis de guider vraiment les exercices de respiration et de ne pas laisser trop de temps sans parole, ce qui peut avoir un effet inverse à un effet de calme et de relaxation. Donc vraiment, pas dépasser environ 5 minutes et puis toujours guider avec la parole, laisser très peu de temps de silence total.
À la toute fin de la séance, on demande aux participants de ranger la salle et puis on leur demande de faire un retour sur la séance, donc savoir comment ils ont trouvé ça, est-ce qu'ils ont des idées ou des choses qu'ils voudraient faire en particulier pour les prochaines séances. Donc voilà, on fait un petit retour assez global sur leur ressenti, puis ça permet aussi un échange entre tout le monde. Et on recueille les émotions à nouveau, les mêmes émotions qu'on avait recueillies en début de séance. Euh, et c'est ça. Alors, il y a une chose qui était intégrée aussi à chaque séance, on appelait ça l'éducation thérapeutique. Donc, dans le fond, on instaure un thème par séance qui concerne les saines habitudes de vie. Donc, tout ce qui est l'hydratation, l'alimentation, le sommeil, etc. Le but, c'était de partager les habitudes de chacun, donc d'établir un contact, que chacun puisse parler un petit peu de ce que lui fait, puis aussi de pouvoir ne pas se sentir seul dans ses habitudes. Parfois, on pense qu'on est tout seul à fonctionner d'une telle manière, puis une fois qu'on le met en commun, on réalise qu'en fait, pas du tout, et qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent faire la même chose que nous. Donc, on se sent moins seul, on peut pouvoir en parler. Ensuite, nous, comme intervenants, on présente les recommandations officielles de chaque habitude de vie qui est abordée. Et donc là, je vous ai donné un exemple qui concernait la perception de l'effort. Donc dans le fond, le but, c'était d'identifier les signes de fatigue et de pouvoir adapter l'intensité de son effort en autonomie. En tout cas, c'est le but par la suite. Donc à plusieurs moments de la séance. Donc, vous voyez sur le graphique, on a le 1, 2, 3 jusqu'à 7. C'est des moments de la séance, donc avant l'échauffement, pendant l'échauffement, avant le jeu collectif, après le jeu, etc., etc. Et à chaque moment, on demandait aux participants de donner leur perception d'effort sur une échelle de 0 à 10, 0 étant aucun effort, 10 étant le plus gros effort qu'on ait fait. Et on relevait également leur fréquence cardiaque, donc leur effort réel. Et ensuite, on les mettait en commun pour voir et pour pouvoir aussi leur montrer. Donc sur le petit graphique, vous voyez en rouge qu'on a la fatigue réelle, donc la fréquence cardiaque, et la perception de l'effort, qui a été traduite en fréquence cardiaque par une formule peu importe. Et le but ici, c'est de leur montrer, par exemple, dans ce cas-là, que la fatigue, la perception, on se sent plus fatigué que ce qu'on est réellement. Donc, c'est les encourager et leur montrer que même s'ils se sentent fatigués, ils ont des ressources qui peuvent les exploiter et qu'ils ont une marge de progression qui est observable. Et à l'inverse, par contre, si on retrouve la courbe rouge qui se trouve au-dessus de la bleue, c'est-à-dire que le participant se sent beaucoup moins fatigué que ce qu'il ne l'est déjà. Et c'est là où on va devoir identifier les signes de fatigue pour éviter d'aller dans des trop grandes intensités, de se blesser ou de vivre une mauvaise expérience. Donc le but, c'est ça, c'est de leur montrer que la transpiration, c'est un signe de fatigue, l'hyperventilation, les rougeurs sur le visage, les tremblements, et qu'il faut faire des pauses, il faut prendre des pauses régulièrement, récupérer, et en tout cas, de manière très générale, y aller à son rythme, et que le niveau en tant que tel n'importe peu, c'est vraiment de pouvoir pratiquer selon sa condition, selon son niveau, selon ce qu'on a envie de faire, et c'est ça qui est le plus important. À la fin du programme, on fournissait aux participants un récapitulatif du programme. Donc, c'est un livret qui a été élaboré par l'équipe. Dans le fond, dans ce livret-là, on regroupe tout ce que j'ai mis dans la table des matières qui est juste ici. Donc, les performances, l'échauffement. En fait, on revient sur tout ce qui a été abordé pendant le programme dans le but de leur permettre de réinvestir ce qu'ils ont fait dans le programme dans leur quotidien. Donc les différents exercices qu'on a fait en échauffement, les exercices qu'on a fait au niveau renforcement musculaire, tous les exercices, et moi je vais vous montrer la suite, voilà. Par exemple, là, c'est ça, on a toutes les petites images des exercices, quelques consignes.
et une petite catégorie pour qu'ils puissent donner leur avis. C'est est-ce qu'ils ont aimé cet exercice-là, est-ce qu'ils ne l'ont pas aimé, par exemple. Bon, peu importe, le but, c'est qu'ils puissent pouvoir refaire ça à la maison une fois qu'ils l'ont fait et que nous, on a géré les positions, l'exécution du mouvement, qu'on a vérifié que c'était bien fait, on a évité qu'on évite aussi les blessures, etc. Ils peuvent le refaire en autonomie. Ensuite, on a aussi l'évolution de leur performance. Donc, comme c'était un projet de recherche, on évaluait les participants avant et après le programme. Et dans cette section-là du livret récapitulatif, on leur donnait leur performance avant le programme et après pour qu'ils puissent avoir une idée de leur progression. Donc là, par exemple, un test de 6 minutes, un test de marche, on voit que le participant avant le programme, donc en T1, la courbe bleue, il avait fait 389 mètres et à l'issue du programme, la courbe verte, il en avait fait 560 et qu'il a amélioré ses performances au niveau de cette évaluation-là. Donc ça leur permet d'avoir de l'encouragement tout simplement, de se rendre compte que c'est quelque chose qui fonctionne pour eux en tout cas et que ces capacités-là, elles ont été améliorées et qui peut les encourager donc à continuer leurs efforts. Et à l'inverse, quand on retrouve, je ne vais pas vous donner les détails de chaque graphique, mais quand on retrouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas été amélioré ou enfin, qui s'est dégradé, c'est aussi une possibilité de leur dire, bah, regarde, ça, tu l'as amélioré, c'est super, continue, puis ça s'est pas amélioré ou ça s'est dégradé, et donc tu pourrais mettre un peu plus d'emphase sur des exercices concernant la souplesse par exemple, ou l'équilibre, peu importe. Donc voilà, ça permet de cibler un peu plus, puis de leur donner des objectifs pour la suite, pour leur permettre de maintenir un peu cet engagement-là en termes d'activité physique et de réinvestissement. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, le programme il faisait l'objet d'une étude de recherche dont le but était d'observer les bénéfices de l'activité physique, donc de ce programme d'activité physique auprès d'individus qui vivaient avec une schizophrénie. Donc, on a publié le protocole de cette étude en 2023, dont je vous donnerai la référence. Donc, c'est ça, l'étude qui s'appelait SDAPAS, c'est un essai contrôlé et randomisé. Donc, on évaluait les bénéfices au niveau des symptômes, de la qualité de vie, des comportements de consommation et de la condition physique. Donc les résultats qui ont été, qui sont pas encore publiés, mais qui ont été analysés, on retrouve une amélioration au niveau des symptômes négatifs, mais au niveau statistique, en tout cas, c'est tout ce qu'on retrouve pour le moment. Et selon nous, les limites de l'étude sont la raison de ce manque de résultats, notamment sur la durée de l'intervention. C'est-à-dire que dans la littérature, on retrouve en moyenne entre 8 à 15 semaines de pratique d'activité physique pour pouvoir observer des bénéfices. Notre intervention de SDAPAS, elle durait 6 semaines, ce qui est vraiment en dessous de la moyenne des études qui ont été menées ces dernières années. Donc on peut considérer que ça est une limite et un frein, en tout cas à l'observation de résultats. Cependant, les participants ont accepté le programme, ont accepté l'intervention, le format de l'intervention. Ça a été verbalisé et on retrouve beaucoup des participants qui pratiquaient aucune activité physique avant le programme, puis à l'issue de ce programme-là, on les voyait par eux-mêmes aller pratiquer aller jouer au foot avec leurs amis, s'inscrire à des cours de tennis, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui a permis à plus d'un de se réengager dans des activités qu'ils aimaient. Et dans le fond, c'est ça qu'on cherchait. Donc, cette intervention-là, le but, c'était donc de l'adapter, ce qui est l'objectif de mon doctorat actuellement en partenariat avec Paris et Montréal. Donc d'adapter l'intervention, notamment en termes de durée, mais aussi de modalité. Donc on va ajouter des déterminants motivationnels de sorte à améliorer puis à favoriser les capacités d'autonomie des participants
pour qu'ils puissent de mieux en mieux pouvoir réinvestir ce qu'ils ont appris dans le programme dans leur quotidien et de l'implanter. Donc, c'était les résultats de l'étude de l'article vont bientôt, mais on espère, être publiés pour que vous puissiez avoir la totalité des informations à ce sujet-là. Ah ben voilà, je m'excuse, ça c'est le protocole qui a été publié l'année dernière. Donc pour conclure, ce qu'il faut ramener à la maison de manière globale, l'activité physique, c'est pas seulement une activité physique à haute intensité. Le plus important, c'est qu'elle soit régulière et adaptée au niveau et à la condition physique de la personne, mais surtout à ce que la personne aime faire. Pour atteindre des bénéfices, donc au niveau des symptômes, du fonctionnement, qui soit global ou social, des ressources cognitives, de la qualité de vie, etc. Donc, connaître les bénéfices, comme on l'a vu, c'est un des facilitateurs à la motivation, à la pratique de l'activité physique. Donc, ça permet d'augmenter la motivation, de les connaître. Donc, n'hésitez pas à véhiculer ces messages-là. Et pour finir, je pense que le plus important dans le rétablissement par l'activité physique, c'est d'adapter. Il y a beaucoup de recommandations officielles en termes d'intensité. Il faut faire tant ou tant d'activités physiques pour avoir une bonne santé. Alors oui, ça, c'est ce qui a été étudié, ce qui a été rapporté. Oui, ça améliore la santé globale de faire 30 minutes d'activité physique par jour pendant 5 jours par semaine. Ok. Maintenant, ce qu'il en est au niveau santé mentale, ce qu'on cherche, nous, avant tout, c'est de permettre un engagement à long terme pour pouvoir accéder à une amélioration de la santé globale par la suite. Mais je pense que c'est quelque chose qui se fait en 2 temps. Donc, adapter les interventions aux préférences, au niveau et à l'accessibilité pour favoriser le plaisir. Et c'est le but même de l'intervention que je vous ai présentée, qui est basée sur du jeu. Pourquoi? Parce que le jeu, c'est une activité physique qui est ludique, qui est basée sur le plaisir tout simplement. C'est des jeux que vous retrouvez quand vous êtes enfant, enfin que vous pratiquez en cours de récréation quand vous êtes enfant pour la plupart. Et en fait, les jeux, quand on est enfant, on joue parce que ça nous amuse et qu'on a envie de jouer, et donc ça nous fait plaisir. Donc je pense que c'est ça qui est un des facteurs qui va le plus accrocher les participants à la pratique d'activité physique. Et en plus du fait que ça fasse plaisir, le jeu, c'est quelque chose que, mais comme c'est des jeux qui sont créés, les participants ne connaissent pas la plupart des jeux. Donc on part vraiment tous sur un même pied d'égalité. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut se dire, oh non, moi je suis nul dans cette activité-là, j'ai pas envie de le faire. Oh oui, moi je suis trop fort, machin. Il y a pas de... Il n'y a pas de différence. Si on part vraiment tous sur un même pied d'égalité. Et ça permet aussi un meilleur engagement dans la pratique. Donc l'adaptation, avant tout, cibler le plaisir, les préférences. Et je pense que pour le rétablissement, c'est une des notions les plus importantes pour pouvoir s'engager. Là, je fais une toute petite aparté parce que j'ai un petit message à vous partager, donc bien sûr qui reste dans le thème de l'activité physique et en contexte de santé mentale. Dans le fond, une de mes collègues et moi avons développé un collectif qui vise la promotion de l'activité physique en contexte de santé mentale à travers la vulgarisation scientifique. Donc le collectif s'appelle Pastel et notre premier projet porte sur les bénéfices de l'activité physique lors d'un traitement en dépendance auprès de personnes qui vivent avec un trouble de l'usage de substances, donc qui est basé sur les résultats d'une revue systématique qui a été publiée l'année dernière. Le but, c'est de justement promouvoir les bénéfices qui ont été retrouvés à travers cette étude-là pour le grand public, que ce soit pour les personnes qui vivent avec un trouble de l'usage de substances, que ce soit quelqu'un qui pense tout simplement, qui peut avoir des complications au niveau des comportements liés à l'usage d'une substance, l'entourage de ces personnes. Donc voilà, ça touche vraiment tout le monde. Donc si vous pouvez nous donner un petit coup de pouce, partager aussi ces réseaux. Donc on est sur Facebook et sur Instagram. On va aussi être sur TikTok. On va publier des vidéos, 3 vidéos, 3 capsules sous forme de vidéos d'1 minute. Donc, c'est des formats très courts pour diffuser ces résultats-là et les partager en l'espérant au maximum de personnes, mais aussi des structures de soins pour pouvoir véhiculer
ces informations. Notre premier projet porte sur le trouble de l'usage de substances, mais les projets à venir vont traiter aussi d'autres troubles de santé mentale et d'autres conseils et instructions de pratique, en tout cas, pour pouvoir permettre à chaque personne de se retrouver et de pratiquer comme on le sent. Donc, je vous remercie pour votre attention, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Lucie, de cet exposé qui est très clair, qui donne envie aussi. Et donc, on a plusieurs questions qui sont autour de la diffusion de ce type de programme, de votre programme, et puis des programmes d'activité physique adaptée en milieu du soin psy ou de l'accompagnement. Donc, la question de comment on fait pour trouver ces programmes-là et est-ce que ça se diffuse en fait? Ok. Alors dans le fond, ce programme-là, il est vraiment nouveau. Si on parle d'un essor, c'est un format d'activité physique qui se retrouve pas du tout dans la littérature. On a quelques activités physiques collectives, mais comme j'en parlais, c'est beaucoup des activités sportives. Mhm. Donc ce programme-là, il a été implanté et il est encore en cours de déroulement à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, parce que l'étude continue. Mais après, c'est pour ça aussi qu'on diffuse un maximum, que ce soit ici ensemble, que ce soit en congrès à l'international. J'essaie d'en parler un maximum pour que tout simplement ça touche les personnes qui sont investies dans les processus de soins, et qui puissent être formées. Et donc, c'est aussi un appel pour tous si vous voulez programmer ce type d'intervention-là. Nous, ça va nous faire plaisir de vous donner plus d'informations et de l'aide pour pouvoir implanter ces programmes-là. Mhm. Ben, c'est justement ça amène à la question suivante qui était est-ce qu'il y a besoin d'un éduc à pas pour proposer ce programme dans les différents espaces de soins ou d'accompagnement des personnes avec troubles psychiques? Oui, absolument. Premièrement parce que on est un corps de métier on est aussi en essor et notamment dans le monde hospitalier et de soins. Donc si tout corps de métier s'approprie ces interventions-là, dans ce cas-là, on n'existe plus. C'est bon, le cas pour beaucoup de corps de métier. Et deuxièmement, tout simplement parce que c'est une question d'adaptation aussi au niveau physique et mental. La formation, elle est faite pour ça, elle est faite pour adapter des interventions, pour élaborer des programmes qui sont adaptés à différents besoins des individus. Donc, je pense qu'au niveau sécuritaire et pour maximiser en tout cas les bénéfices à l'issue des interventions, un professionnel en activité physique adapté est nécessaire pour mener. Ça n'empêche pas qu'il puisse être accompagné d'autres personnes de l'équipe de soins à 100%, c'est même conseillé et c'est ce qui se fait. Mais par contre, il faut un appât sur le terrain, ouais. Ok. J'avais une ou deux autres questions qui sont un peu plus sur les effets de ces programmes. Mhm. J'ai été intéressée par... en fait, il y a beaucoup de la qualité qui revient. En fait, il y a des effets sur les symptômes, des effets sur... voilà, enfin, vous avez listé pas mal de choses. Et vous parlez de qualité de vie. Je me demandais s'il y avait eu de l'exploration. Alors déjà, la qualité de vie, souvent, il y a plusieurs dimensions. Il y a différents types de Ouais. qualité de vie. Est-ce que c'est plus efficace sur certaines dimensions que sur d'autres? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a d'autres variables qui ont été montrées du genre l'estime de soi, le rétablissement personnel, Mm. enfin, voilà, des variables comme ça qui sont très subjectives et vraiment pas Mm. directement les symptômes, mais parce que là, on parle d'appât et rétablissement. Est-ce qu'il y a des projets de recherche ou des données déjà sur Mhm. euh, d'autres données que la qualité de vie aussi? Alors pour répondre pour la qualité de vie, comme c'est une échelle en effet qui a des sous-dimensions, très souvent c'est étudié par dimension, mais les résultats sortent de manière plus globale. Donc il y a certaines études qui montrent les résultats par sous-dimension, mais c'est plus rare. Puis pour les autres variables,
le problème je suis pas en train de dire que l'activité physique fonctionne pas sur ces autres variables, mais pour le vérifier dans la littérature, on a besoin d'objectivité. Dans le fond, on a besoin de cibler des questionnaires qui vont mesurer des critères objectifs, donc des symptômes, par exemple, ou du fonctionnement, des échelles de fonctionnement. Donc, probablement que ça fonctionne. L'estime de soi, elle a été évaluée dans plusieurs études. Ça ressort pas, il n'y a pas de consensus à ce niveau-là. Mais il y a plusieurs études qui montrent que oui, bien sûr, l'activité physique a des bénéfices à ce niveau-là. Après, toutes les autres variables, il faudrait qu'on les voit plus en détail. Mais ça, c'est les variables vraiment qui font consensus dans la littérature. C'est-à-dire que pour les autres, certaines études vont dire que oui, certaines études vont dire que non. Donc, on n'a pas encore assez de matériel aujourd'hui pour pouvoir affirmer sur les autres variables. D'accord, ok. Alors, il y a une question qui est plus pratique, qui est une question sur le chat. Donc, quelqu'un qui dit qu'il travaille dans le médico-social auprès de personnes en situation de handicap avec une perspective d'insertion professionnelle et que dans cette équipe, ils ont mis en place un temps de 10 minutes le matin de réveil musculaire et il demande, auriez-vous des conseils? Déjà, je pense que c'est une super initiative. Puis on s'entend à tous, l'activité physique le matin, ça permet d'avoir plus d'énergie dans la journée. Alors, le seul conseil que je pourrais donner, c'est sûr que 10 minutes, c'est pas très très long. C'est déjà ça et je trouve ça super. C'est pendant ce moment-là d'essayer d'aller discuter en fait avec les personnes, d'ajouter de la discussion pendant le réveil musculaire. J'ai parlé beaucoup des préférences, d'adaptation, de plaisir. C'est d'aller chercher un petit peu ce que les personnes aiment faire en contexte d'activité physique, en pratiquant de l'activité physique. C'est bien, ça nous met dans le bain, pour pouvoir les pousser, puis leur permettre d'identifier eux ce qu'ils aiment faire. Et de leur donner un petit peu, de leur mettre un peu la puce à l'oreille. Ah, ok, ben, si c'est ça que t'aimes faire, aller marcher en écoutant de la musique. Ok, ben pourquoi est-ce que tu ferais pas ça une fois par semaine? On s'en reparle la semaine prochaine pendant notre réveil musculaire, par exemple, ou voilà, d'instaurer en fait, je pense, un groupe de discussion autour de l'activité physique en contexte d'activité physique pour permettre d'aller essayer de les engager à droite à gauche dans leur quotidien. Je regarde ce que Julien disait en introduction générale et il pose la question de qu'est-ce qui permettrait de développer ce type d'outils donc vous parliez tout à l'heure d'un métier qui est en développement dans le champ du soin psychiatrique. Comment faire pour développer ça? Parce qu'on sait que dans tous les hôpitaux de jour CATTP, il y a des médiations autour du sport, mais que ça reste aspécifique et pas spécialisé. Donc on aimerait pouvoir savoir un peu, est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'il y a aussi des pays, des endroits où c'est beaucoup plus développé et comment ça s'est développé? Alors, je pense que la première chose pour développer ces programmes-là en soins psychiatriques, c'est d'engager des professionnels de l'activité physique. Je sais que là, je touche un appel, pas forcément à toutes les personnes qui sont là, mais je pense que ça, c'est une grosse problématique, c'est que dans la plupart des services de soins, on n'a pas ce personnel-là. Mhm. Euh, et en fait, on n'a pas le personnel qui est qualifié pour adapter ben, aussi loin des interventions comme ça, parce que vous avez parlé de sport, et en fait, la plupart des personnes parlent de sport. Donc, c'est bien là où j'avais noté la différence tout à l'heure, c'est qu'on s'éloigne, et c'est vraiment un truc qui est important pour moi aussi dans la promotion de ces activités-là, c'est de s'éloigner des activités sportives. Non pas qu'elles soient mauvaises, c'est pas du tout le cas, mais elles sont pas adaptées. À toute personne et notamment en contexte de santé mentale. Donc je pense que déjà ce serait de véhiculer les informations comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Puis ça participe en tout cas à l'essor et à la diffusion de ce type de programme et de vraiment, vraiment s'atteler à se détacher un peu de ce contexte, enfin de ce nom-là du sport
pour pouvoir laisser la place à d'autres activités, en fait. Parce qu'une fois qu'il y a du sport, on pense qu'à ça et on n'imagine pas qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Donc, c'est de diffuser, d'engager des professionnels en activité physique adaptée et de travailler fort pour essayer d'en parler à plus de monde possible. Euh, Est-ce qu'il y a des pays où c'est très développé, où c'est systématique dans le champ de la santé mentale, du soin en santé mentale? Euh, alors, je dirais que ma comparaison, elle se fait ici au Canada, forcément au Québec. Le format est vraiment différent. Après, la problématique reste la même. C'est-à-dire que ici, on a beaucoup d'essor au niveau académique, scientifique, parce que la recherche est plus développée, donc on en parle plus. Mais ça reste toujours difficile d'implanter de l'activité physique dans les systèmes de soins. La problématique est la même, je pense, en France et au Québec. La seule différence, elle se fait au niveau budgétaire. Le Québec a plus d'argent que la France. Donc voilà, la différence, elle se fait à cet endroit-là. Mais la problématique, elle est la même. Et on travaille fort de la même manière pour pouvoir implanter ces programmes-là. Mhm. D'accord. Euh, je, je me demandais sur les effets de ces programmes. On sait que les déterminants du rétablissement, il y a le paradigme Scheim, et j'essayais de faire du lien en me disant, bah, est-ce que on pourrait montrer que les programmes d'APA agissent sur les différents déterminants du rétablissement? Alors, je pense qu'il y aurait possibilité de pouvoir aller plus loin dans la mesure des effets sur des données certes subjectives, mais qui peuvent être euh, avec des échelles qui sont validées, des échelles de rétablissement, des échelles. Enfin, c'est vrai qu'on aurait envie d'aller plus loin. Et tout à l'heure, vous disiez, bah, vous parliez d'aspect motivationnel, vous disiez que souvent les gens, ensuite, ils étaient plus actifs globalement après avoir participé à un programme. Donc, on sent qu'il y a des enjeux motivationnels Donc, je me demandais si au-delà de la mise en place d'une activité physique, on a pu avoir du suivi sur du long terme sur est-ce que les gens sont plus actifs dans leur vie, remontent des projets? Est-ce qu'on a un peu de regard sur ce que ça Mhm. donne au-delà de la simple activité physique en tant que telle? Est-ce que il y a plus de proportion de gens qui vont se réengager dans un projet associatif, bénévole, professionnel ou autre? On aurait envie d'aller regarder sur du long terme si le soutien. Et aussi, une dernière question, est-ce que ça tient dans le temps? Est-ce que Oui. faire un programme, ça permet il y a un effet à court terme, mais est-ce qu'on sait si au bout de 2, 3 ans, c'est toujours mieux, etc. Alors j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de données encore pour pouvoir répondre à tout ça, mais on aurait envie de se poser toutes ces questions-là. Mais oui, puis c'est des questions que je me pose et que je veux absolument investir dans ma thèse. Après, j'ai beaucoup de questions que je veux investir, donc tout ne peut pas être fait en 4 ans. Mais c'est évidemment des questionnements qui sont pour moi des plus importants parce qu'on parle d'engagement dans l'activité physique, ça passe par ça. Alors en effet, dans la littérature, il y a juste à date une étude au niveau des troubles psychotiques qui a été faite au niveau de l'engagement à long terme pour les premiers troubles psychotiques, puis on retrouve 6 mois après l'intervention, des effets au niveau des symptômes négatifs et du fonctionnement global. Après, on a juste 6 mois après, on n'a pas plus loin. Donc, je vous dirais que pour l'instant, ce qu'on sait et où il y a très peu de données, c'est que même pour mon étude de maîtrise, ma deuxième maîtrise, c'est là-dessus que j'ai travaillé aussi sur les effets 6 mois après une intervention aérobie sur des personnes qui avaient des troubles psychotiques. Et c'est pareil, on retrouve des bénéfices qui se sont maintenus juste au niveau des symptômes négatifs. Mais c'est des interventions qui n'ont pas été faites pour donner l'espace à du réinvestissement. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas supervisées. C'était des interventions où les personnes, on leur demandait juste de courir sur un tapis en salle de sport. Donc, oui, c'est de l'activité physique, mais c'est pas quelque chose où on développe forcément des déterminants motivationnels, des déterminants sociaux qui nous permettent derrière de pouvoir pratiquer à nouveau.
Donc, il manque énormément de données à ce sujet-là. Et le but du programme que je vous ai présenté, c'est un programme qui va chercher justement le développement de l'autonomie, des, euh, de tout ce qui concerne le fonctionnement social et ce qui permettrait un réinvestissement. Donc non, on ne sait pas si c'est maintenu dans le temps. Mais c'est quelque chose, en tout cas, sur quoi personnellement je veux travailler. Puis je pense que c'est aussi quelque chose, c'est des avenues, en tout cas, pour la recherche qui sont nommées dans plusieurs études. Donc ça viendra, ça viendra, mais en tout cas, c'est pas présent pour le moment dans la littérature. On le sait pas, on le sait pas. D'accord. Une dernière petite question qui nous est posée, et puis ensuite on passera la parole à Sébastien. Euh, une petite question sur le chat qui est, on parle de méditation pleine conscience comme outil de soins et outil de soins soutenant le rétablissement des personnes. Ça fait partie des interventions qui sont promues dans ce champ-là. Donc, les liens, est-ce qu'il y a, pourquoi pas ce genre de programme? C'est la question. Pourquoi pas des programmes de méditation pleine conscience? Est-ce qu'il y a de la méditation pleine conscience dans vos programmes, les liens entre programme d'APA et méditation? Mais c'est une bonne question. Je suis pas du tout spécialisée ouais, dans ce qui est pleine conscience, méditation, bien qu'on mette une petite partie dans notre retour au calme, comme je vous l'ai présenté, donc qui n'est pas vraiment de la méditation, mais plus de la relaxation pleine conscience, très très doucement. Là, je suis vraiment pas spécialisée, puis c'était pas le but du programme. Donc, nous, on n'en intègre pas plus que ça. J'imagine qu'il doit y avoir des programmes qui mettent un petit peu plus d'emphase sur ces questions-là. Mais j'aurais pas de réponse précise à vous donner parce que ça sort un peu de mon champ d'expertise. Donc, je peux pas aller plus loin dans ma réponse. Je suis désolée. Très bien. Euh, la- En tout cas, moi, ce que j'ai entendu, c'est l'importance du plaisir et la différence que vous faites de nature entre un programme d'APA et un programme sportif, en fait, même au sein de structures de soins. Et puis, l'importance aussi de la parole et des échanges pour à mettre du sens sur ce qui se passe, sur ce que les gens vivent, etc. En tout cas, moi, je retiens ces grands fondamentaux. Là, je repars avec je repars avec beaucoup d'envie de développer des programmes d'APA au sein de nos structures et de pouvoir promouvoir ça et essayer de le soutenir. Et puis, avec beaucoup plus de clarté sur ce que c'est qu'un programme d'APA. Merci beaucoup On va pour devoir ça. s'arrêter là. Je garde des petites questions pour la suite si on nous reste un petit peu de temps à la fin, mais je vais pouvoir euh, laisser la parole à Sébastien Pacou et je vais vous demander peut-être de... Voilà, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour à tous, merci de m'accueillir, en tout cas pour présenter le programme Reability Run. Pour revenir sur la méditation de pleine conscience, j'en profite, hein. Mais il y a Dorothée Berguet en France qui a mis un programme qui s'appelle Projet 4000, qui associe justement l'activité physique sur l'ascension de sommet de 4000 mètres à la méditation de pleine conscience, voilà, qui est des projets plutôt intéressants en tout cas. Du coup, alors moi je suis Sébastien Pacou, je suis infirmier donc case manager et thérapeute en médiation cognitive sur le centre hospitalier de la Chartreuse au centre de réhabilitation psychosociale de Bourgogne. Et je vous présente donc le programme qui s'appelle Reability Run, euh, que j'ai mis en place après réflexion où ça faisait pas mal d'années où je voulais mettre en place voilà, la course à pied avec les patients, mais avec, euh, avec une question de sens, hein, ce que vous évoquiez justement sur la fin de l'intervention précédente. Le sens en tout cas du soin et de la médiation et de la stratégie qu'on veut utiliser pour le soin est plutôt intéressante. Donc voilà, j'ai allié, suite en tout cas à mon DU de remédiation cognitive, la médiation course à pied
avec justement la remédiation cognitive. Voilà, je vous ai mis dans un premier temps du coup la notion de l'endurance, qui est une aptitude à résister à la souffrance et à la fatigue, et qui est le pouvoir de résister aux épreuves et au stress. Et je trouve que c'est, pour moi en tout cas, beaucoup en lien avec le modèle vulnérabilité et stress et le fonctionnement de nos patients, notamment psychotiques, qui peuvent en tout cas être confrontés au stress. Et l'objectif, c'est de leur donner en tout cas des pistes pour pouvoir gérer cette résistance au stress et continuer de vivre en toute autonomie et avec une bonne qualité de vie. La notion de rétablissement, elle a déjà été un petit peu évoquée tout à l'heure avec Lucie, mais c'est vraiment la cible en tout cas du programme. Elle est là. Et puis, dans cette notion de rétablissement, il y a des choses qui sont plutôt importantes et qui m'ont beaucoup fait penser, moi, à ma pratique de course à pied, puisque du coup, c'est aussi en pratiquant cette course à pied à titre personnel que je me suis rendu compte que ça mobilisait en tout cas des stratégies qui nous permettaient de pouvoir aller un peu plus loin dans l'activité physique et la course à pied. Et je me suis dit, pourquoi pas transférer ça dans le quotidien des patients. Donc, restaurer l'espoir, c'est plutôt important. Favoriser l'autodétermination, avec la possibilité de prendre des décisions pour soi-même, de régler ses propres problèmes et de s'occuper en tout cas de sa vie et de son avenir. Vous voyez, il y a le lien entre la course à pied et le quotidien à chaque fois, qu'on peut faire très facilement. Et puis promouvoir l'inclusion sociale, c'est-à-dire retrouver une identité positive et s'engager dans la vie sociale. Voilà. Je pense que c'est le parallèle, encore une fois, entre la course à pied et la vie quotidienne est assez vite fait. S'il y a des gens qui font de la course à pied, ils vont vite comprendre en tout cas ce dont je parle. Les intérêts et les bénéfices de la course à pied, ça a déjà été évoqué. Juste revenir très rapidement pour vous dire qu'il y a un impact sur la physiologie, sur le côté fonctionnel, sur le côté cognitif, sur le côté émotionnel et relationnel en tout cas. Et je pense que c'est important de pouvoir avoir toutes ces sphères-là qui sont touchées quand on veut justement viser le rétablissement. Les objectifs de la Réhability Run, du coup, donc ce sera des améliorations physiques. L'objectif, c'est d'améliorer la capacité physique et physiologique. On va voir qu'avec justement un programme bien conçu, on peut en tout cas améliorer ces fonctions-là, activer l'empowerment, c'est-à-dire pour moi la mise en action des gens qui sont notamment confrontés à des symptômes négatifs et qui ont quelquefois du mal à faire les choses dans leur quotidien. Savoir se prendre en main de façon générale, puisqu'on aborde aussi des fonctions plutôt générales, diététique, sommeil, etc. aussi. Et avoir voilà, une alimentation plutôt adaptée. Au niveau psychique, les objectifs sont de diminuer l'anxiété et les symptômes positifs, d'améliorer la motivation, d'aborder la sphère de la stigmatisation pour que justement, dans la notion de rétablissement, c'est plutôt important de ne pas être stigmatisé et de faire les choses comme on le peut et du mieux qu'on peut soi-même, avec nos difficultés et aussi avec nos ressources. Améliorer l'estime de soi et la confiance en soi, c'est des choses qui vont être évaluées plutôt avec des échelles et qui sont plutôt positives à la fin du programme pour les participants. Et d'un point de vue cognitif, on va améliorer des processus cognitifs par justement l'identification des stratégies, le transfert des stratégies de l'activité physique aux tâches quotidiennes. Ça va être vraiment le rôle du thérapeute en remédiation cognitive pour justement apporter les bénéfices du programme aux patients. Alors, l'inclusion dans le programme, elle est plutôt partagée dans notre fonctionnement institutionnel, c'est-à-dire que c'est le psychiatre référent, le case manager, le neuropsychologue, ou non, on a aussi une psychomotricienne qui travaille au centre de réhabilitation, qui peut en tout cas mettre le patient sur une liste d'attente pour pouvoir participer au programme. Le public ciblé, du coup, sera tous les patients qui ont une prise en soin donc, au centre de réhabilitation psychosociale de Bourgogne et qui ont des symptômes amotivationnels, c'est-à-dire quand les symptômes négatifs sont assez présents, plus des troubles cognitifs. Et surtout des patients qui expriment avoir des difficultés à gérer, en tout cas, des tâches de la vie quotidienne.
Comment on fonctionne? On fonctionne par un entretien donc avec moi avant et après le programme. Il y a aussi un entretien avec un neuropsychologue. On fait un bilan pré, un bilan post. Et moi, je vais évaluer en tout cas tout ce qui est échelle de qualité de vie, comme Lucie l'a évoqué tout à l'heure, l'estime de soi, le bien-être mental et l'anxiété aussi. Et je vais en tout cas permettre aux patients de d'émettre des objectifs à déterminer d'amélioration, des choses qui sont compliquées dans son fonctionnement quotidien. Euh, voilà. En amont du programme, on a une collaboration avec le service de soins somatiques qui permet aux patients d'avoir un bilan sanguin, un électrocardiogramme et par un médecin du coup plus généraliste, en tout cas de notre service somatique, et qui lui fait faire le fameux test des transflexions qu'on a tous fait chez notre médecin généraliste pour avoir un certificat médical de non-contre-indication à n'importe quelle activité. Et ça permet en tout cas de l'engager dans un premier temps dans le début du programme en lui disant que tous les signaux sont ouverts, en tout cas pour qu'il puisse participer physiquement. Et le médecin signe sur le livret que j'ai organisé, en tout cas par rapport au programme, une partie comme un certificat médical de non-contre-indication et qui met un tampon pour dire allez-y, c'est parti. L'animation, elle est faite de coup par moi-même et puis dans l'idéal, puisque ça n'a pas toujours été le cas, et je suis convaincu que c'est quand même un idéal avec un enseignant en activité physique adaptée. Euh, les, les transferts, les compétences de chacun sont complémentaires, en tout cas pour moi dans ce programme-là. Alors, les échantillons d'objectifs de patients, c'est des choses de la vie quotidienne qui sont, par exemple, voilà, j'ai des patients qui me disent, j'arrive plus à lire un livre du tout, je m'arrête, j'ai plus d'attention, j'y arrive plus, j'arrive pas à maintenir mon attention pour lire mon bouquin et j'abandonne à chaque fois. Il y en a qui ont du mal pour les révisions de cours aussi, qui veulent travailler pendant 3 heures parce que c'est ce qu'ils faisaient avant, notamment pour des partiels, et ils n'y arrivent plus non plus. Il y a des patients qui euh, ont des objectifs de prendre un petit déjeuner le matin parce ils savent qu'en fin de matinée, par exemple, l'énergie est plus présente. L'entretien du logement, faire la vaisselle, on sait tous que ça, c'est une tâche qui est très endurante au quotidien et qui revient même plusieurs fois par jour. La prise du traitement, c'est pareil. Et puis j'ai eu des objectifs comme faire son lit tous les matins parce que c'était important pour mes patients et l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes en tout cas. Le programme, comment ça se passe? Du coup, je suis parti en faisant le parallèle d'un programme de préparation qu'on peut tous faire pour un 5, un 10, un 21, un 42 km en tout cas. Donc, c'est des programmes qui se font sur en général 12-14 semaines de préparation physique. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est presque le même temps en fait qu'un programme de remédiation cognitive. Du coup, j'ai décidé de mettre en parallèle un programme de préparation physique et donc en parallèle des programmes de remédiation cognitive pour pouvoir à la fois, vous le voyez, mettre en place des tâches à domicile physiques et des tâches à domicile en lien avec les activités quotidiennes. Les 14 séances, elles se passent. Alors, première séance, on explique le programme au groupe qu'on voit pour la première fois. On a la chance avec notre établissement de faire une distribution de ceintures avec les bidons d'hydratation qui leur permet également d'avoir en tout cas leur téléphone rangé avec eux pendant l'activité et la mise en place de l'application que j'ai choisie qui s'appelle l'application Strava qui permet d'avoir une communauté de course à pied et qui permet du coup eux de suivre les courses à pied de tout le monde parce qu'il y aura des tâches à faire dans la semaine et moi aussi de pouvoir voir comment les activités qui sont faites à la maison se déroulent pour pouvoir aussi partager ça avec eux et comprendre s'ils ont fait des erreurs quand ils sont seuls, en tout cas sur l'activité physique. À la première séance, du coup, on part faire une sortie course à pied avec une évaluation des capacités d'endurance de chacun, même si on a déjà un petit peu demandé. Il peut y avoir une différence en tout cas, entre les capacités d'une personne qui n'a jamais couru et des personnes qui ont déjà eu de l'activité running dans leur quotidien auparavant.
Donc, on met en place en tout cas une évaluation pour voir un petit peu comment gérer après les séances par la suite. Et ça, c'est l'enseignant à pas qu'à cette spécificité-là, cette compétence-là d'adapter en tout cas les séances à chacun. Et puis, ils repartent en tout cas chez eux. Donc, vous avez compris, il y a 2 séances par semaine qui sont faites, une le lundi et une autre au patient, en tout cas, qui est à faire dans la semaine et qui doit, lui, organiser aussi bien au niveau de la temporalité que le lieu où il va aller, en tout cas, faire sa tâche physique. En première séance, on ne donne pas de tâches à domicile quotidienne à faire. Pour la deuxième séance, avant de partir courir du coup en groupe, sur la séance groupale de la semaine, on fait intervenir en psycho-éducation, en psycho-information, en tout cas notre diététicienne de l'hôpital, justement pour reprendre un peu tous les facteurs importants d'une bonne alimentation pour courir. Et l'objectif, du coup, vous l'avez compris, c'est surtout voilà, donner des informations pour pouvoir fonctionner au quotidien. On sait que voilà, si on n'a pas d'essence, on va pas aller très loin, aussi bien en course à pied que dans le quotidien, en tout cas, et toutes les tâches à domicile qu'on peut avoir à faire. On part quand même courir suite à cette psychoéducation, et puis on adapte, en tout cas, au niveau du groupe, donc la sortie course à pied, avec des alternances de marche, des alternances de course à pied pour commencer, pour pouvoir évoluer, en tout cas progressivement, pour les capacités de chacun. À chaque fin de séance, on fait un débrief, en tout cas, pour demander à chacun comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont vécu, en tout cas, cette séance-là, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue qu'est-ce que j'ai mobilisé, en tout cas, pour aller au bout si c'était compliqué. Et c'est ces stratégies-là qu'on va essayer justement d'utiliser ensuite pour les essayer sur des tâches de la vie quotidienne. À la fin de la séance groupale, donc c'est à ce moment-là où je leur donne de nouveau donc, une sortie course à pied, le CAP c'est ça, dans laquelle ils devront de nouveau identifier les stratégies qu'ils ont mis en place, notamment avec la séance groupale. Et puis, ils vont partir chacun avec une tâche à domicile en lien avec leurs objectifs pour mettre en place des stratégies qu'ils ont rencontrées en course à pied dans une activité de la vie quotidienne, comme faire la vaisselle, comme justement prendre un petit-déj le matin, etc. Toutes ces choses-là qui sont compliquées pour eux. Le déroulé du coup du programme entre les séances 3 et 13 se déroule, on va dire, comme ça. La seule différence du coup entre la 3 et la 13, c'est l'évaluation physique. On leur fait faire le test du semi-Cooper à la séance 6. Parce que si on leur faisait faire tout de suite en première séance, le test semi-Cooper, c'est une activité physique de très haute intensité qui détermine la distance qu'une personne peut courir en 6 minutes. Vraiment en allant chercher la distance maximale. Donc si on leur faisait faire en séance 1, pour ceux qui n'ont jamais couru, je pense qu'on irait plutôt sur le dégoût en tout cas de l'activité, ce qui n'est pas l'objectif. Donc on attend la séance 6, histoire qu'il y ait une petite endurance fondamentale qui se mette en place, qui permet du coup de calculer la VMA de chaque personne. Par exemple, si une personne parcourt en 6 minutes 1 km, elle va avoir une vitesse, du coup la VMA sera de 10 km/h. Si une personne fait 1 km 2, elle sera de 12 km/h. L'important, c'est de refaire du coup ce test-là ensuite en séance 13 pour montrer que le travail des exercices course à pied va leur apporter en tout cas une amélioration et jusqu'à présent, tous les participants ont vu en tout cas leur VMA augmenter de 1 km/h sur l'activité, ce qui était plutôt une belle victoire pour eux, avec des objectifs qu'ils ne pensaient en tout cas pas atteindre à ce moment-là. Pour terminer le programme, et ça j'y tiens parce que c'est très important, on essaye, et c'est important justement dans l'organisation du programme aussi de tenir compte de la 14e séance, c'est-à-dire d'organiser à ce moment-là une sortie collective sur des courses à pied collectives,
locales qui se passent autour de vous pour justement qu'ils puissent s'inscrire, participer comme tout le monde, j'ai envie de dire, à cette course collective avec un certificat qu'ils vont chercher chez le médecin généraliste. Et puis, eux qui gèrent en tout cas leur inscription également à cette course-là. Et on se retrouve tous ensemble, nous compris, hein, aussi bien moi que l'enseignant d'activité physique adaptée sur cette course-là pour les accompagner et finir le programme, tous ensemble. Et ça, c'est plutôt important. Donc voilà, l'objectif de tout ce programme, encore une fois, c'est voilà, reconnaître les stratégies de la course à pied pour les transférer dans le quotidien. Par exemple, la stratégie du fractionné qu'on utilise en course à pied, pour un de mes patients, elle a été transférée justement sur ses révisions de partiels. Comme il n'arrivait pas à réviser pendant 2 heures de suite, eh ben, il a dit qu'il allait essayer justement de fractionner lui ses révisions en travaillant peut-être 30 minutes, se reposer un quart d'heure, de nouveau 30 minutes, de nouveau se reposer un quart d'heure. Il s'est rendu compte en fait que ça passait comme ça, avec ce temps de repos qui lui permettait un petit peu de se remobiliser, en tout cas pour être efficace sur ses révisions. Les petites choses qu'on pouvait entendre, en tout cas dans le programme, c'est je dois me préparer, je dois m'équiper, hein. Lucie l'a dit tout à l'heure aussi, l'équipement en tout cas est plutôt très important pour que les choses se passent en toute sécurité et en tout confort en tout cas pour la personne, dans l'objectif en tout cas de l'évolution. La notion de je dois ralentir pour y arriver, elle est plutôt importante aussi. Il y a des patients qui voulaient aller toujours trop vite, toujours trop loin, toujours trop fort, et ils se rendent compte qu'en allant à son rythme, en fait, on peut arriver à avancer tout doucement. Et ça, si on n'en a pas conscience, en fait, on peut se risquer à s'épuiser. Et justement, c'est l'objectif qu'ils puissent, en tout cas, adapter leur rythme pour leur quotidien. Je dois faire face aux imprévus, un peu comme moi tout à l'heure, qui vous ai quitté avec une rupture de réseau. Voilà, je me suis dit, je vais pas m'affoler, je vais pas essayer de rattraper les choses, je vais essayer de rallumer les choses tout doucement. Et puis voilà, j'ai réussi. Ça m'a fait penser justement à cette présentation pour vous expliquer les choses. C'est que si on se précipite, on va pas y arriver. Et si on prend les choses calmement, une par une, si on met en place des stratégies d'organisation, on peut en tout cas rattraper les choses. Voilà, je dois mettre des objectifs réalisables en augmentant régulièrement les difficultés. Nos patients qui ont fait notamment un premier épisode psychotique, en tout cas, sont dans cette réflexion-là. L'histoire d'aller aussi pas à pas, step by step, c'est plutôt très important qu'ils en aient ça, en tout cas notion. Et certaines personnes, du coup, ont pu, à la fin du programme, dire des choses qu'ils n'arrivaient pas à dire avant le programme, c'est dire aujourd'hui, je me sens prêt, je me sens fort, j'y suis arrivé, j'ai enfin réussi quelque chose depuis mon premier épisode psychotique, par exemple. Je suis capable de nouveau d'agir pour moi-même avec cette capacité d'empowerment. C'était dur, mais je suis prêt à recommencer. On l'a eu en tout cas, et ça c'est plutôt important aussi. Ça veut dire que malgré la difficulté, ils ont réussi à atteindre l'objectif, et ça c'est plutôt l'objectif en tout cas de leur quotidien aussi. La notion de fierté, d'estime de soi, elle est importante dans le « je suis fier de moi et de ce que j'ai accompli ». Et puis j'ai affronté une grande difficulté. Vous voyez le parallèle encore une fois entre la difficulté physique et la difficulté psychique que nos patients peuvent rencontrer aussi. Voilà pour la présentation du programme. Après, je ne sais pas si vous aurez des questions particulières par rapport à ça. J'ai sollicité Marilyn, en tout cas, qui a reproduit en tout cas le programme Reability Run avec Antoine sur le siège de Fourmi, qui donc si ça va être son temps de témoigner en tout cas de son retour des patients qu'elle a accompagnés sur ce format-là. Voilà, je ne sais pas si tu es là, Marilyn. Je suis là, j'espère que vous me voyez. On enchaîne peut-être avec le retour d'expérience de Marilyn, comme ça on collectera l'ensemble des questions à tous les deux ensuite, si ça vous va. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je suis Marilyn Mazelin, psychologue au centre hospitalier de Fourmi dans les Hauts-de-France et psychologue aussi au Fourmélien, au centre de réhabilitation psychosociale.
Antoine, malheureusement, ne peut pas m'accompagner aujourd'hui car il est sur la préparation des semaines d'information en santé mentale. Mais en tout cas, c'est avec lui, Antoine Lebon est éducateur sportif sur le pôle de santé mentale et c'est avec lui que nous avons co-animé l'ensemble des séances de cet atelier. Merci en tout cas à Sébastien de nous avoir proposé ce programme, en tout cas nous avoir soutenus pendant toute la réalisation de ces séances. C'est un programme qui a permis en tout cas, en effet, comme tu le disais, de pouvoir augmenter la confiance des personnes concernées, augmenter leur capacité d'affirmation et puis aussi la satisfaction d'avoir réalisé un projet jusqu'au bout. On a pu aussi observer eh bien, le transfert dans les activités quotidiennes, comme par exemple en termes de métacognition, de pouvoir observer ses pensées, se dire par exemple sur une séance d'entraînement, bah non, j'y vais pas, je suis fatiguée, ou il pleut, il fait froid, parce que nous on l'a fait d'octobre à février, et donc de pouvoir transférer un petit peu ces observations de pensée dans le quotidien en se disant bah tiens, ces pensées-là existent aussi à la fin du repas quand je me dis ah, je suis trop fatiguée pour faire la vaisselle et de finalement se dire bah, à la course à pied j'y vais et finalement la fatigue que je pensais présente passe au fur et à mesure des minutes et je suis satisfaite d'être sortie et bien de voir que finalement ça marche aussi dans cette application-là pour des activités quotidiennes. Et dans les échelles aussi qui ont été passées avant et à la fin du programme, on a une observation tangible de l'amélioration. Et ça, c'est intéressant. Au-delà des progrès qui sont aussi réalisés au fur et à mesure des kilomètres qui sont enchaînés lors des différentes séances. Ce qui est intéressant aussi, c'est notre positionnement parce que là, dans la pratique, évidemment, nous sommes d'égal à égal. Et aussi dans la séance en compétition, enfin sur la course locale, nous n'avons qu'un seul maillot, en fait, qu'un seul dossard. Et c'est ça qui nous unit en fait sur ces heures-là, sur cette fin de course. Et ça aussi, c'est important dans ce que peuvent vivre les personnes. Que puis-je encore ajouter? Je pense que voilà, ce côté collectif, en tout cas, est hyper important dans le programme où chacun va s'exprimer auprès de l'autre, en tout cas, exposer sa stratégie personnelle, qui permettra surtout aux autres, peut-être ou pas, si ça lui convient, en tout cas, de se saisir des stratégies des autres et se sentir en tout cas fort collectivement, même dans leur quotidien quand ils sont tout seuls. Et ça, c'est plutôt tout à l'heure là. Il y avait là aussi la question de combien de temps ça dure après l'efficacité du programme. Moi, sur l'expérience et le retour que j'ai j'ai un patient qui, en tout cas, suite à des reprises d'études, avait arrêté en tout cas l'organisation de l'investissement qu'il avait eu après le programme d'inscription sur une association de course à pied en loisir, en tout cas. Et il s'est rendu compte qu'en arrêtant cette activité-là, eh ben, les choses commençaient de diminuer au niveau de la planification chez lui, que ça devenait compliqué. Il a fallu repasser par la course à pied pour réactiver en fait le côté pouvoir d'agir quotidien aussi. Du coup, il sait qu'en tout cas, c'est un facteur protecteur pour lui d'aller faire cette activité physique, que c'est important. On parlait justement de la notion de méditation de pleine conscience. Il y a la notion de qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui va m'emmener vers le positif, qu'est-ce qui m'emmène vers le négatif, en étant connecté à soi-même. Ben voilà, il sait que lui, en tout cas, il a pris conscience que l'activité physique était moteur, en tout cas, pour pouvoir avancer dans son quotidien. Mmh. Après, ça reste un témoignage individuel. En effet, il faudrait des recherches, en tout cas, pour prouver que c'est efficace dans ce sens-là. Il y a la notion, Marilyn, je crois, d'estime de soi sur un de tes patients qui était intéressante
qu'il affrontait plus sa famille ou les autres, en tout cas de la même façon depuis le programme. Oui, tout à fait. Tu- Oui, on a augmenté vraiment ses capacités d'assertivité et d'affirmation parce il, il y avait vraiment une satisfaction de ce qu'il avait réalisé et ça avait vraiment augmenté l'estime de lui-même, clairement. Mm. Et puis la valorisation des autres aussi, quand ils sont Mm. rentrés de cette course, de voir qu'ils sont allés jusqu'au bout, d'avoir réalisé cette course à pied, a vraiment été valorisé par, euh, par le groupe. Je veux bien poser quelques petites questions. Il y a des questions qui ont été Ouais, posées dans le chat. Et puis, merci beaucoup déjà à tous les deux de ces présentations, de ce programme qui est très inspirant et qui parle du rétablissement clairement. J'ai entendu plein de choses qui m'ont parlé de rétablissement. Vous parliez de positionnement, en fait, et on sait que c'est un des gros, dans le soin, un des grands leviers de rétablissement qui sont les modalités d'accompagnement et les modalités de positionnement. euh, je me disais effectivement, on dit bah on est avec la personne et on l'accompagne dans ses objectifs. Là finalement, on a l'impression que ça incarne physiquement ce positionnement de d'accompagnant en fait, jusqu'à courir avec en fait et aller faire le 10 km de la ville d'à côté. À la fin du programme ensemble et je trouve que c'est assez finalement c'est comme si c'était assez presque symboliquement, on est ensemble et en fait, bah, on va voir qu'ensemble, on peut t'amener, tu peux t'amener toi-même à un objectif. Donc, je trouvais que cette question de positionnement qui parle de connectivité, mais qui parle aussi il y a une histoire d'identité là-dedans, parce que j'entendais, je me dis, mais en fait, quand je vois la photo là avec les quatre coureurs, où on sait qui sont les personnes concernées, qui sont les accompagnants, les APA ou les infirmiers, je me dis, mais en fait, là, j'ai quatre personnes qui sont des gens qui s'entraînent à faire un 10 km dans 3 mois, quatre c'est mois. ça. Donc, Mm, cette histoire d'identité, là, on n'est plus dans il y a des soignés, des soignants, c'est il y a un objectif et on accompagne, on avance vers cet objectif avec tout ce que ça va entraîner comme connaissance de soi, de ses capacités voilà, évidemment, le fait de réaliser une action comme ça dans son corps, de l'expérimenter, les enjeux de motivationnels seraient super intéressants à explorer aussi en disant bah, comment ça booste la motivation, quelle motivation au pluriel, ça agit. Et puis vous avez parlé de pouvoir d'agir, en fait, j'aimerais bien que vous développiez, Sébastien, vous disiez le pouvoir d'agir, en fait, ça leur a permis de développer leur pouvoir d'agir. Est-ce que vous avez des exemples ou comment ça... Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait? En quoi ça a soutenu leur pouvoir d'agir? Par exemple, je me rappelle d'un patient sur le test semi-Cooper qui, habituellement, quand il allait faire de la course à pied tout seul et puis qu'il n'avait pas d'explication, pas d'accompagnement en tout cas pour faire les choses, se retrouvait vite en tout cas à abandonner et puis à pas recommencer en tout cas la tentative de ça. Sur le test semi-Cooper, il a rencontré une grosse difficulté dans les 6 minutes, c'est-à-dire qu'il a eu un point de côté. Mhm. Il a eu un point de côté et il a dit que d'habitude, quand il a un point de côté, bah, il s'arrête. Il va pas chercher à aller plus loin. Il va pas chercher à se dépasser par rapport à ça. Et il a dit que c'était la force du groupe et le collectif, en tout cas, qui l'avait aidé à aller jusqu'au bout des 6 minutes. Donc, il a trouvé la force de pouvoir aller, en tout cas, sur la finalité qui lui était demandée, l'objectif qu'il avait. Cette stratégie-là, il l'a baptisée la stratégie du point de côté, bien sûr, et il l'a retransférée, c'est lui qui, quand il se retrouvait en difficulté justement pour les révisions, en tout cas, s'est dit, eh ben, je suis capable d'aller plus loin, j'en ai les capacités,
de façon intrinsèque, d'aller chercher cette mobilisation et cette motivation, en tout cas, pour pouvoir continuer et atteindre mon objectif de révision. Il a transféré cette stratégie-là, en tout cas, pour pouvoir agir pour lui et obtenir son diplôme en fin d'année, en tout cas, en remettant cette stratégie-là, du coup, de même si je souffre, je suis capable de continuer, en tout cas. Et ça, c'est une force, je trouve, en tout cas, dans son discours. Et je sais qu'il a continué pour le coup. Je me demandais combien il y avait de taux de maintien dans cette activité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des gens qui lâchent ou est-ce que finalement, est-ce que vous avez eu des surprises de ça? Est-ce que, parce que c'est très engageant, on se dit quand même, aller se dire, on se met à la course à pied, Non, je crois pas que ce soit l'ARS. voilà. Oui, non, alors personnellement, sur tous les programmes pour l'instant que j'ai accompagnés, hein, il n'y a pas eu d'abandon, pas du tout. Et certains ont fait le choix même de continuer après, hein, ce que je disais. On a certains qui ont continué dans des associations justement de running loisirs qui peuvent exister, notamment des réseaux internet ou collectifs, en tout cas, des collectivités locales. Et c'est plutôt intéressant. Après, il y en a certains, j'ai pas eu de nouvelles parce qu'ils ont arrêté, ou alors ils sont partis, ou la prise en soin s'est arrêtée, en tout cas dans notre service. Mais sur l'activité, sur les 14 semaines, il n'y a jamais eu d'abandon et il y a quasiment, depuis le début, l'objectif d'aller au bout et d'aller faire cette fameuse course tous ensemble, en tout cas. Ok, donc jamais Ouais. d'abandon. Et comment, j'ai une autre question, c'est comment, à qui vous proposez, alors j'ai vu les personnes qui sont en situation, vous avez des indications là comme ça, est-ce que vous proposez largement cette activité? Oui, Quelquefois. alors, ouais. On a proposé, dans un premier temps, moi j'étais basé sur les premiers épisodes psychotiques, Mhm. sur le premier programme, et par la suite, on a ouvert plus à la branche, on va dire, réhab, et qui concerne un petit peu tout le monde. Il n'y a pas eu de différence à part quelquefois le niveau physique qui était différent, mais on a toujours travaillé les choses pour que tout le monde puisse en sortir. Par exemple, quand on fait des séances de fractionnés, on travaille jamais sur la distance, sur des distances, mais on travaille sur des périodes de temps travaillées. Par exemple, si on doit courir 1 minute 30 et se reposer 30 secondes, la personne qui court plus vite pour 1 minute 30 va aller plus loin que celle qui court moins vite. Sur les 30 secondes de récup, la personne qui va plus vite se doit en tout cas de retourner en arrière, peu importe s'il va en avant ou en arrière pour le temps de récupération, mais pour essayer de repartir en tout cas tous ensemble sur la période active en tout cas. Mhm. Donc à partir de là, je pense que c'est en tout cas reproductible pour tout le monde et tout niveau confondu aussi. Ok. Alors, on a une question dans le chat qui est une personne qui dit qu'elle trouve cette initiative, ce programme très intéressant, qu'elle a participé, qu'il ou elle, qu'elle a participé à un programme de remédiation cognitive et qu'elle se demandait si vous aviez connaissance de la procédure générale de résolution de problèmes ou encore ou alors des objectifs SMART. SMART, c'est Ouais. ouais, enfin voilà. Donc, et est-ce que vous utilisez ça en fait est-ce que ça fait partie des modalités de construction en fait? Alors, on l'utilise pas en soi comme elle doit être, comme le dispositif est mis en place en tout cas, mais oui, on peut l'utiliser en tout cas aussi et si la personne est à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, toutes les stratégies de résolution de problèmes peuvent être utilisées. En tout cas, à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est libre à tout thérapeute d'utiliser la stratégie qu'il veut. Mm. Si c'est pour, en tout cas, faire ressortir quelque chose de positif pour le patient, bien sûr que c'est possible. Smart, ça marche très bien. Entre chaque séance, en tout cas, vous avez une approche résolution de problème, ce qui en fait un. Ouais, ouais, tout à fait. Très bien. Et alors, il y a une dernière question, à moins que... C'est maintenant pour les questions, hein, je parle à tout le monde. Là, si vous avez des questions à nos intervenants, c'est maintenant parce qu'on va arriver à la fin de notre goûter et de nos conférences d'aujourd'hui. Il y avait une question que j'ai pas eu le temps de poser tout à l'heure qui s'adresse à tout le monde, donc à Lucie également, qui est, est-ce que, vous l'avez vu sur le chat, est-ce que vous savez s'il existe des études ou des retours d'expérience sur l'APA proposé à des personnes TSA et ou
TDI, troubles dissociatifs de l'identité, ce sont deux populations différentes, mais est-ce qu'il y a et j'élargirai cette question, est-ce qu'il y a des données sur l'APA dans différentes populations de personnes concernées par des troubles psychiques ou des différents types de souffrances psychiques? Alors, moi, j'en ai pas. Euh, ben, je suis pas spécialisée en TSA ni TDI. Par contre, je sais qu'en ce moment, à Sainte-Anne, on est en train de tester le programme auprès de populations qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Donc, oui, je pense qu'il y a des études au niveau des TDA. Et d'ailleurs, le livre dont j'ai partagé la référence s'adresse à des personnes qui ont une schizophrénie trop psychotique et des troubles du spectre de l'autisme. Il y a beaucoup de critères de maladie qui se rejoignent, fait que je pense qu'il y a des études, oui, les résultats, je les ai pas en tête, mais par contre, ça s'en vient, puis en tout cas, ça se mixe beaucoup, en tout cas, avec le programme que j'ai proposé. Mm. Et vos programmes s'adressent à des personnes qui ont tout type de difficultés, de troubles psychiques. Sébastien, tu disais qu'au départ, c'était un centre pour jeunes Mm. personnes avec des troubles psychotiques débutants, mais finalement, là, c'est plus large. Je pense que ça peut être assez large en termes de population, ou c'est mieux quand on fait des programmes avec des populations cibles qui sont différentes les unes des autres. Moi, je pense que ça cible un public large, en tout cas. Euh, Encore une fois, reste à chaque fois au thérapeute de se remettre sur les capacités de chacun et aller les faire évoluer, en tout cas. Ok. Mm. Ouais, bah, je suis du même avis. Le but justement des interventions qui sont adaptées, c'est qu'elles sont adaptables à tout type de Mm. problématiques, diagnostiquées ou pas en fait, hein. C'est vraiment aller chercher le Oui, ressenti puis les besoins de chaque personne. Ok. Eh bien, moi, personnellement, j'ai plus d'autres questions. Je crois que j'ai fait le tour des questions qui ont été posées sur le chat. En tout cas, c'était un très beau goûter. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter ou est-ce que vous êtes frustré de n'avoir pas pu transmettre une, euh, une information, Non, pas particulièrement. Non, non, non. Bah, je reste très ouverte par contre si quelqu'un, si qui que ce soit a besoin de plus d'informations ou quoi, écrivez-moi, que ce soit sur LinkedIn, par mail ou via Instagram à travers le collectif que je vous ai présenté. Ça me fera vraiment plaisir de vous répondre. Ah bah, je pense qu'il mm. y a sûrement l'assistance, là, pas mal de gens qui seront intéressés par des échanges autres et puis nous les premiers. En tout cas, on est vraiment ravis. Merci beaucoup d'avoir donné de votre temps et d'avoir partagé ces expériences qui étaient vraiment très, très stimulantes. Ça donne très envie d'avoir des appâts dans nos services pour pour pouvoir monter des projets comme ça et monter des groupes. C'est le cas. C'est vrai qu'on commence à recruter un petit peu, mais ça reste à la marge pour le moment et on aimerait que ça puisse être plus systématique. Ce serait vraiment chouette. Donc, merci vraiment de ce partage à vous trois et à vos collègues aussi, aux équipes qui sont derrière ces projets-là. Euh, Je je... rajouterais juste, lancez-vous en tout cas sur ce genre d'activité, en tout cas qui permet de rencontrer en tout cas nos patients de façon différente aussi et encore mieux en tout cas pour moi de pouvoir les approcher pour les faire évoluer encore plus positivement en tout cas par ce partage d'activités. Bah, c'est un beau mot de la fin. Du coup, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Merci à tous. Prochain goûter de Réhab le lundi 18 novembre sur le thème de la déstigmatisation et des outils de déstigmatisation. Donc, vous serez tous les bienvenus. On vous refera de l'information sur ce goûter du 18 novembre avec le programme dans les jours et les semaines qui viennent. Euh, à bientôt à tous et bonne fin de journée ou milieu de journée pour les Québécois. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.